Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, bonjour. Les faits pour lesquels ma cliente a porté son litige devant cette juridiction sont connus de tous. Aussi, permettez-moi néanmoins de vous les rappeler afin de vous exposer l'événement. Ma cliente préside l'association I Love Mick, qui regroupe les plus grands fans du célèbre chanteur français Michael, son Jack, depuis plus de 20 ans. Le décès du chanteur l'a plongé dans une profonde dépression. Puis s'en sont suivis l'arrêt de travail, puis la perte de travail. Par suite, elle a appris que le décès de son idole était dû à une overdose provoquée par la drogue fournie par le manager de la star, qui a été reconnu coupable et condamné pour homicide involontaire. Elle a alors assigné à titre individuel et en qualité de présidente de l'association devant cette juridiction pour obtenir réparation du préjudice d'affection. Alors en pratique, ce préjudice vient réparer la douleur éprouvée ou provoquée par la perte d'un proche, mais ici, indemniser ce préjudice en cas de mort d'une célébrité, permettez-moi d'affirmer qu'il s'agit d'une première. Et c'est ce que nous allons tenter de faire humblement aujourd'hui en 3 points. Alors en premier lieu, selon l'article 1382 du Code civil, eh bien, ce préjudice moral, ce préjudice affectif peut être indemnisé si l'on justifie par tout moyen la réalité d'un lien affectif. Et l'engagement associatif de ma cliente atteste d'emblée la réalité, l'évidence même de ce lien d'affection avec sa défunte idole. Alors, on peut se demander également si la reconnaissance de ce préjudice doit être subordonnée à la preuve d'un lien à double sens avec cette idole. Sachant bien évidemment que ma cliente est une totale inconnue aux yeux de son idole Michael son Jack. Eh bien la réponse est bien sûr que non, car cela reviendrait à nier la dévotion totale de ma cliente pendant 20 ans, 2 décennies à la tête de cette association. Et je dis bien 20 ans, c'est 1/5 d'une vie humaine. Et j'ai par ailleurs regroupé tous les documents qui prouvent que ce décès a eu des répercussions dommageables sur l'état de santé de ma cliente. Alors, il y a bien entendu tous les certificats médicaux qui ont été présentés à la partie adverse au préalable pour respecter le principe du contradictoire. Donc tous ces certificats médicaux qui attestent eh bien, l'apparition de dépression chronique, de crises d'angoisse, survenues après le décès, je dis bien après. Il y a aussi tous les documents qui certifient l'arrêt de travail et la perte de travail. Alors, j'y ai ajouté un témoignage particulier, le mien. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que il se trouve que ce traumatisme subi par ma cliente eh bien, a eu des effets totalement néfastes sur sa manière de marcher et sur sa manière de s'exprimer. Alors, en premier lieu, sur sa manière de marcher, eh bien, figurez-vous que chaque pas qu'elle faisait pour arriver à mon bureau, un pas devant l'autre, comme à peu près tous les bipèdes de ce monde, eh bien, chaque pas la faisait reculer de manière totalement inattendue de cette façon. Et à chaque question,
À chaque question que je lui posais, eh bien, elle me regardait, les yeux vides, cadavériques. Le regard semblait ailleurs, en train de regarder quelqu'un d'autre, comme si je n'étais pas là. Et puis, elle finissait par me répondre, nostalgiquement, par un... Et puis, je lui posais une autre question, et elle rajoutait un... Enfin, je vous laisse imaginer la difficulté de converser avec ma cliente sur la base de phrases en sujet, verbe, complément. Mais il y a bien eu un déchirement dans la vie de ma cliente. Quelque chose a été brisé en elle. Eh bien, cet homicide, c'est comme si on lui avait arraché son propre fils. C'est une partie d'elle qui a été tuée. Ma cliente est brisée. Ma cliente qui aime la pop rock est écœurée. Ma cliente qui aime la pop rock a le blues. Alors, quelle mère en pareil cas, quelle mère n'agirait pas en justice pour tenter d'apaiser le chagrin qui lui ronge la peau, tenter de raviver les espoirs réduits à une peau de chagrin? Quelle mère ne ferait pas ça? Et la presse a ridiculisé ma cliente. Et tous ces ricanements répétés et nombreux ont contribué à rendre sa démarche plus difficile encore. Et c'est mon deuxième point. Bien, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 16 janvier 1962 un arrêt, je cite, « dans un instant d'aberration », selon le doyen Carbonnier. Car elle affirmait que la mort d'un animal peut être, pour son propriétaire, la cause d'un préjudice subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation. Quoi? Non mais, attendez, je ne peux pas admettre que le droit français a permis d'indemniser un homme du fait de la mort de son cheval et ne pourrait pas en faire autant 52 ans de jurisprudence plus tard en cas de mort d'une célébrité humaine. Enfin, c'est quoi le critère du coup? Il faut être propriétaire d'une personne pour que le préjudice soit reconnu. Mais il me semblait que René Levasseur avait aboli l'esclavage il y a quoi? C'était le 4 février 1794, je crois. 16 pluvieux en deux. Et l'affection, si on prend pour de l'affection le fait pour un chien de lécher la main de son maître, ou pour un cheval de remuer la queue quand on vient lui donner à manger, ben, ne peut-on pas parler d'affection lorsque une célébrité vous fait l'honneur de venir vous signer un autographe, de dédicacer un CD en édition limitée, ou même d'accepter d'être prise en photo avec vous à la manière d'un selfie? Monsieur le Président, vous seul pouvez redonner à notre droit cette maturité tant désirée et tant attendue. Car ne pas reconnaître la douleur réelle de ma cliente, n'est-ce pas là une manière de dire que cela reviendrait à préférer l'animal à l'homme? Enfin, cette question rhétorique est l'occasion de m'adresser au cœur de chacun de vous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, car vous comme moi êtes tous et toutes le ou la fan de quelqu'un. Nous avons tous une célébrité que nous portons dans notre cœur, tout comme ma cliente. Alors, qu'est-ce qui nous différencie d'elle? Eh bien, ce qui nous différencie, c'est que nous n'aurions jamais la force
sous la pression sociale, face au ricanement, jamais nous n'aurions la force de porter cette affliction qui nous ronge le cœur et de la poser devant la justice pour obtenir gain de cause. Alors si nous n'avons pas cette force en nous, est-ce une raison pour empêcher ceux qui ont cette force en eux de le faire? Ignorer le préjudice réel de ma cliente, comme le fera dans quelques instants mon très cher confrère, en ayant pour seul argument, comme seul fondement, l'article 666 du Code de la mauvaise foi, eh bien, je pense que cela, c'est nier l'existence même de l'article 1382 du Code civil, qui est le siège de la responsabilité délictuelle. Autant dire que cela reviendrait à dire que cette plaidoirie n'a aucun sens. On pourrait même la déchirer. Et on pourrait fouler l'article 1382. On pourrait déchirer ce fondement pour s'entorcher le fondement. Mais donner gain de cause à ma cliente, cela voudrait dire, en premier lieu, que ce serait une grande première pour le droit français, et deuxièmement, ce serait donner le droit demain à tout citoyen lésé en pareil cas d'actionner le responsable. Pourquoi? Eh bien, parce que comme l'a dit Saint-Exupéry, être responsable, c'est précisément la cause de l'humanité. C'est sa condition première. Alors c'est pourquoi je souhaite que la peine causée à ma cliente soit reconnue. Cette peine causée par la disparition du chanteur, évidemment causée par son manager qui lui a fourni cette drogue de mauvaise qualité. Et j'aimerais donc réclamer la somme de 100 000 € à titre de préjudice personnellement subi par ma cliente et la somme de 1 000 € au profit de l'association qu'elle présidait au titre du préjudice qu'elle a personnellement subi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, me voilà aujourd'hui sur scène parce que d'autres n'y sont plus, mais il est des requêtes qui prêtent à sourire. D'aucuns voudraient faire peser le poids de cette tragédie sur mon client, manager de feu, Monsieur Mick Sanjak, et le faire déclarer responsable de leur souffrance. Paul Manderley, homme respectable, s'est bâti une solide réputation dans le monde impitoyable empreint de convoitise qu'est l'industrie de la musique. C'est avec acharnement qu'il s'est frayé un sentier sur lequel nombreux sont ceux qui l'ont suivi, mais peu l'ont dépassé. Alors que Mick n'était qu'un enfant, dernier d'une fratrie de 7 enfants, il n'a jamais su laquelle de ses sœurs était sa mère, ni pourquoi son grand frère était également son oncle. Vous en conviendrez, dans un tel contexte, le plus sombre destin laisse à présager. Celui que l'on appelait avec tant d'affection le roi de la pop n'était en réalité que le roi de la dope, et ce n'est pas mon client qui l'a rendu ainsi. Laissez-moi vous livrer un bref aperçu de la personne qui était Mick Sanjak, au travers d'une chrestomatie équivoque qui saura le rappeler à votre bon souvenir. En 1964, c'est au sein d'une famille aimante et soudée qu'il connaît ses premières heures de gloire, avec le titre intitulé « Droit du sang », dont je vous cite le refrain. « Pas de père, pas de mère, pas de sœur, pas de frère, une seule famille et des liens, nous sommes tous cons et sanguins. » En 1979, désireux de s'essayer à la chanson à texte, il s'entoure de mon client, qui l'aidera à s'extirper du cocon familial, quoique bien flou, et sort un 45 tours intitulé « Blanc comme un noir ». Il livre dès lors un combat acharné, un combat touchant et sincère.
contre les préjugés, dont voici un extrait. Cœur d'ébène dans une peau d'ivoire. De l'Afrique, je suis le bâtard. C'est avec un peu d'encre noire que, je l'espère, on écrira mon histoire. Avec cet hymne poignant qui fera de lui le porte-parole d'un monde sans voix. Il investira pleinement son rôle de chantre de la diversité et subira dès lors de nombreuses opérations afin de devenir l'homme sombre qu'il avait toujours rêvé d'être. Pour terminer de dresser le portrait de quelqu'un, d'un être que certains souffrent d'avoir trop adulé, laissez-moi citer son intérêt particulier pour l'enfance en danger. Au vu de son comportement, il semblerait que los niños, comme il aimait les appeler, soient plus en danger à ses côtés que sans lui. Dans sa chanson « Les enfants d'abord », il fredonnait sans complexe « L'âge n'est pas un obstacle, je n'ai aucun remords, lorsqu'à la fin du spectacle, je parle aux enfants d'abord. » Voilà, Monsieur le Président, le portrait de celui qui, par sa mort, fait naître bien des tensions. Fatigué par des traitements toujours plus contraignants, il trouva en mon client une épaule sur laquelle s'appuyer. La drogue avait fait son office, et Mick n'était plus que l'ombre de lui-même. Tel le Samaritain qui porte assistance aux voyageurs en détresse, mon client a offert à celui que les journaux ne se privaient plus de nommer le prince du rail, il lui a offert son assistance. La dépendance de Mick, était de notoriété publique, et malheureusement, son dernier joint s'est éteint quelques instants après lui. Alors, on accusera mon client d'avoir servi de sa main une drogue de mauvaise qualité. Je n'ai personnellement jamais su quelle était la différence entre une drogue de bonne qualité et une drogue de mauvaise qualité. Certainement la même que celle entre un bon et un mauvais violeur, l'un laissera pas de traces, l'autre si. Il est vrai que mon client a été reconnu coupable et condamné pour homicide involontaire. Il nourrit depuis des remords, mais a payé sa dette envers la famille, envers les proches du défunt. Cette affaire l'a profondément meurtri, et le voilà diminué aujourd'hui devant vous, mais il lui faut ouvrir à nouveau une plaie qu'il croyait guérie. Face à lui, une femme, absente aujourd'hui, présidente de l'association I Love Freak, Mick, dont le quotidien, morbide, j'en conviens, a périclité suite au départ sans retour de l'homme qu'elle adulait. Je parle au présent, car il semble que sa disparition creuse encore des sillons de douleur dans le cœur de quelques personnes fragiles. Ces mêmes personnes, aujourd'hui, tenteront de se prévaloir d'un préjudice lié à l'affection qu'elles portaient à leur idole. Le préjudice d'affection, Monsieur le Président, est un préjudice médiat. Un préjudice réfléchi, subi par les proches, en ce qu'il est la conséquence du préjudice immédiat subi par la victime directe. La Cour de cassation, dans une décision du 2 février 1931, a tenté, en ce sens, d'en restreindre l'étendue, en réservant, je cite, ce chef d'indemnisation aux parents et en exigeant, par la suite, un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation. Pour aller plus loin, la nomenclature d'Intillac, qui oriente la réflexion de la Cour de cassation en matière d'indemnisation, prend en compte le préjudice des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe. Cette même nomenclature précise qu'il convient d'indemniser les personnes dépourvues de liens de parenté dès lors qu'elles établissent, par tout moyen, qu'ils avaient entretenu un lien affectif réel avec le défunt. Face à telle exigence, il est fort honnête de souligner l'obstination de la partie adverse. La réalité du lien affectif ne suppose-t-elle pas une certaine réciprocité qui, en l'espèce, n'est absolument pas vérifiée et qui, dans tout état de cause, ne le sera jamais? À ceux qui le pleurent d'être partis trop tôt, je leur répondrai de sécher leurs larmes, car lui n'aurait pas pleuré leur départ.
L'affection unilatérale ne prend son sens qu'à l'aune de la douleur éprouvée. Au contraire, l'affection que s'éprouvent deux êtres ne prend son sens qu'à la lumière des plaisirs partagés. Il me semble nécessaire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, de s'attacher à la seconde affirmation afin de ne pas instrumentaliser le droit de la responsabilité civile. La douleur n'a de prix que lorsque l'affection n'a de prise. Et en l'espèce, ce n'est pas le cas. Je ne peux que trop conseiller à la partie adverse de s'en tenir à l'ontologie profonde de la personne qu'elle célébrait, afin d'apprécier la qualité du rapport qu'il entretenait avec ses admirateurs de plus de 12 ans. À cet effet, il semble opportun de prendre pour l'exemple l'une de ses dernières chansons intitulée « Merci qui ?» Merci à tous, j'ai un compte bien rempli, une bourse bien ronde et une superbe vie. Quant au futur, je vous dois beaucoup, j'ai déjà 15 voitures et 60 roues. Sans vouloir faire chanter les morts, ceci donne malheureusement le ton quant à l'estime de Mick pour ses admirateurs. S'agissant de la descente aux enfers, que la partie adverse souhaite voir imputée à mon client. Je suis étonné du mélodrame qui nous a été dépeint par mon confrère. J'éprouve presque de l'empathie pour cette femme qui a voué son quotidien à l'homme charitable que je vous ai décrit. En observant leur parcours, on se rend alors compte de la fragilité de ces deux êtres que pourtant tout oppose. L'un faisait fi des liens familiaux, alors que l'autre tente de s'en prévaloir. Lorsque l'un trouva la mort, l'autre perdit sa raison de vivre. Dans la tourmente, l'un fuyait la scène, l'autre le travail. Je citerai alors Shakespeare, pour qui le chagrin, à trop forte dose, prouve toujours quelques faiblesses d'esprit. Au contraire, à certaines doses, il prouve beaucoup d'affection. Tout cela est regrettable, certes, mais la justice n'est pas une thérapie et l'argent n'est pas un remède. Si aujourd'hui, l'appât du gain prime sur la raison, ne vous étonnez pas, Monsieur le Président, de bientôt devoir loger une pharmacie en votre palais. Ne faites pas du tribunal un comptoir où, venant le cœur lourd de peine, on repartirait la bourse pleine. Je demande donc qu'aucun préjudice ne soit retenu à l'encontre de mon client et que la partie adverse soit condamnée aux dépens ainsi qu'aux frais exposés à l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, je vous remercie.